la valeur des Harley-Davidson sur le marché de l'occasion s'effondre plus vite que prévu. Les concessionnaires peinent à écouler leur stock, et les motards qui déboursaient autrefois 20 000 $ voient leur machine de rêve s'afficher à moins de 5 000 $. Ce qui était source de fierté est désormais source de déception. Et si vous possédez une de ces motos, la déception pourrait vous toucher personnellement. Posséder la mauvaise Harley en 2025, c'est s'exposer à un orgueil blessé, un portefeuille vidé et une frustration constante à chaque sortie. Croyez-moi, la moto numéro 1 de cette liste prouve que même l'icône la plus emblématique de Harley peut connaître des déconvenues inattendues. Numéro 8. Harley-Davidson 48. Peu de motos ont aussi bien incarné l'image rebelle et dépouillée que la 48, une machine qui a jadis défini une attitude minimaliste, mais qui a depuis perdu de son attrait. À son époque, les motards adoraient son réservoir Peanut, ses finitions noires et sa position de conduite rabaissée. Mais en 2025, cette image a perdu de son éclat, et ce qui fut jadis un symbole de style rebelle est devenu l'une des motos les plus difficiles à revendre pour les propriétaires de Harley. La 48 était équipée d'un bicylindre en V refroidi par air développant 60 chevaux pour une cylindrée de 1200 cm3, ce qui en faisait une routière légère et respectable dans sa catégorie. Les motards appréciaient le grondement caractéristique et le caractère brut du moteur en ville, mais beaucoup se plaignaient de sa surchauffe dans les embouteillages et de son manque de puissance pour les dépassements sur autoroute. Certains propriétaires reconnaissaient qu'elle était agréable pour les courts trajets, mais fatigante et sous-motorisée sur les longs voyages. Elle développait un couple de Carvandin, ce qui paraissait prometteur sur le papier, mais a déçu certains motards à l'usage. Le freinage était assuré par un disque à l'avant et un disque à l'arrière, avec un système ABS en option. La suspension, composée d'une fourche à cartouche à l'avant et d'amortisseurs à ressort hélicoïdaux à l'arrière, offrait une conduite ferme, mais un confort limité sur les routes accidentées. Son poids en ordre de marche était de 250 kg, pour une hauteur de selle de 71 cm. Son prix de départ, à l'époque, avoisinait les 11 000 $, la rendant accessible aux jeunes motards, comme aux amateurs de motos custom. Le problème de la 48 n'a jamais été son esthétique. Elle attirait les regards, était photogénique et rappelait aux motards de la vieille école la simplicité brute qui avait fait la réputation de Harley. Mais une fois en selle, ses limites sautaient aux yeux. Son minuscule réservoir de 7,5 litres offrait moins de 160 km d'autonomie par beau temps avant de devoir faire le plein. La suspension était inconfortable sur toutes les routes, sauf les plus lisses, et la position de conduite, avec ses commandes avancées et sa position basse, laissait les pilotes de grande taille à l'étroit et souffrant de douleurs, même après de courts trajets. La technologie était quasi inexistante. Un simple compteur de vitesse analogique trônait devant vous, sans jauge à essence, sans anti-patinage, sans connectivité. À une époque où même les motos de tourisme économique sont équipées d'écrans numériques, de modes de conduite et de systèmes de sécurité intégrés, la 48 faisait figure d'antiquité, tout droit sorti du concessionnaire. Le marché de l'occasion s'est montré tout aussi impitoyable. En 2025, des exemplaires bien entretenus, agrémentés de modifications de bon goût, étaient proposés à moins de 5 000 $ et beaucoup restaient invendus. Les motards se rendent compte que si la 48 réussit son coup en termes d'esthétique, elle pêche là où ça compte vraiment. Le confort, l'autonomie et la praticité au quotidien. Elle peut encore susciter l'admiration sur un parking, mais le véritable coup se révèle lorsque les motards découvrent à quel point elle est peu pratique à posséder. Le modèle suivant de cette liste montre comment même le saut le plus audacieux de Harley vers l'avenir peut se solder par un échec tout aussi retentissant. Numéro 7. Harley-Davidson Livewire. Le pari de Harley sur l'électrique s'est concrétisé avec la Livewire, une moto qui promettait l'avenir, mais qui a rapidement révélé les failles de la vision de l'entreprise. Pour la première fois de son histoire, la marque a abandonné le grondement des bicylindres en V pour miser gros sur la vitesse silencieuse et la motorisation électrique. Son lancement a été un véritable succès, faisant la une des journaux et promettant de propulser Harley vers une nouvelle génération de motards. Mais en 2025, la Livewire est devenue un exemple à ne pas suivre. Ce qui était censé prouver la pertinence de Harley se retrouve aujourd'hui dans les concessions comme l'une des motos les moins désirables jamais produites par la marque. Au cœur de cette moto se trouvait un moteur électrique à aimant permanent développant 100 chevaux, alimenté par une batterie haute tension de 0,3. Les motards appréciaient l'accélération instantanée et la douceur de la puissance sans engrenage. Mais beaucoup faisaient également part d'une forte angoisse liée à l'autonomie, constatant que le kilométrage annoncé chutait souvent brutalement en conditions réelles. Certains propriétaires trouvaient le silence du moteur futuriste,
tandis que d'autres reconnaissaient qu'il dénaturait l'essence même de ce qu'ils attendaient d'une Harley-Davidson. Ce moteur développait un couple de 114 Nm, offrant à la moto une accélération fulgurante au démarrage et la capacité d'atteindre 96 km/h en 3 secondes. Le freinage était assuré par 2 étriers à 4 pistons à l'avant et un étrier à simple piston à l'arrière, associé à un système ABS de série. La suspension était confiée à des composants Showa entièrement réglables, avec une fourche à fonctions séparées à l'avant et un mono-amortisseur arrière sans équilibrage. La moto affichait un poids en ordre de marche de 248 kg et une hauteur de selle de 94 cm. À sa sortie, son prix de départ était de 29,19 $, ce qui en faisait l'une des Harley-Davidson les plus chères au kilo. Pour les motards urbains, la Livewire semblait incarner l'avenir. Son couple instantané et sa poussée douce et silencieuse procuraient des sensations uniques dans la gamme Harley. Le tableau de bord était futuriste, les modes de conduite adaptables et l'autonomie, annoncée à 235 km en ville, paraissaient suffisantes pour un usage quotidien. Sur le papier, elle réunissait tous les atouts pour séduire une clientèle plus jeune et férue de technologie. Mais les problèmes sont apparus tout aussi vite. Le réseau de recharge, peu fiable sur une grande partie du territoire américain, rendait les longs trajets quasiment impossibles. Même en ville, les motards se plaignaient des longs temps de recharge et du nombre limité de bornes. Les inquiétudes concernant la dégradation des batteries, les coûts d'entretien élevés et l'absence totale de l'esprit Harley-Davidson ont fini par faire fuir la clientèle fidèle de la marque. Les motards traditionnels l'ont catégoriquement rejeté. L'absence de moteur bicylindre en V, le manque de sonorité d'échappement et le style futuriste évoquaient davantage un projet scientifique qu'une moto de Milwaukee. Les jeunes motards, le public même que Harley espérait séduire, se sont tournés vers des alternatives moins chères, proposées par Zero et Energica. En 2025, la Livewire était devenue l'équivalent, dans le monde de la moto, d'une orpheline. Trop chère pour les acheteurs neufs, quasiment sans valeur sur le marché de l'occasion et rejetée par le public qu'elle était censée inspirer. La moto suivante de cette liste prouve que même lorsque Harley-Davidson reste fidèle à sa formule classique, l'âge et le manque de praticité peuvent condamner un modèle autrefois iconique à l'obsolescence. Si vous êtes toujours là, cliquez sur le bouton « J'aime » pour me soutenir et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel Harley de cette liste vous a le plus surpris. Numéro 6. Harley-Davidson Pan America 1250 Standard. Dans une tentative audacieuse de conquérir le marché des motos d'aventure, Harley-Davidson lança la Pan America Standard, une moto conçue pour le tout-terrain, mais qui ne parvint jamais à s'imposer. Elle était censée propulser la marque hors des sentiers battus et l'amener dans l'univers florissant du tourisme d'aventure. Avec son style agressif et son tout nouveau moteur, elle promettait de rivaliser directement avec les géants européens comme BMW et KTM. Un instant, il sembla que Harley-Davidson avait trouvé un nouveau terrain de jeu. Mais en 2025, la Pan America Standard était devenue l'une des motos les moins appréciées de la marque, incapable de se maintenir dans la gamme ni dans le cœur des motards. La puissance provenait du moteur Revolution Max, développant 150 chevaux pour 1205 cm3, des chiffres qui, sur le papier, la plaçaient sans hésitation au même niveau que les trails de référence. Les premiers propriétaires louaient la puissance brute et le couple généreux à mi-régime, mais beaucoup signalaient une réponse abrupte en tout terrain, rendant la moto plus difficile à maîtriser sur les terrains meubles. D'autres remarquaient que, si le moteur excellait sur autoroute, il manquait de la douceur de fonctionnement de ses concurrents européens. Le couple de 128 Nm 94 lb-PS lui conférait une forte accélération à mi-régime, aussi bien pour les dépassements sur autoroute que pour les ascensions hors route. Le freinage était assuré par 2 étriers avant à 4 pistons et un étrier arrière à 1 piston, associé à un système ABS optimisé en virage. La suspension était de type Showa, semi-active, avec réglage électronique de précharge et d'amortissement. Le poids en ordre de marche était de 254 kg, 562 livres, tandis que la hauteur de selle était réglable entre 79 et 86 cm, 31,1 et 34,1 pouces, selon la configuration. Son prix de départ était de 17 039 $, la positionnant comme une moto d'aventure haut de gamme dans le catalogue Harley-Davidson. L'idée était simple, conquérir un marché mondial en pleine expansion, celui des motards recherchant une moto capable de rouler sur route le jour et d'affronter les chemins de terre la nuit. La Pan America Standard était équipée d'un écran tactile de 6 pouces et demi, de plusieurs modes de conduite et d'un contrôle de traction en virage. Des fonctionnalités conçues pour prouver que Harley-Davidson maîtrisait aussi bien la technologie que la tradition.
Pendant un instant, la moto a fait sensation. Pourtant, les problèmes ont commencé presque immédiatement. De nombreux motards se sont plaints de dysfonctionnements électroniques, de menus complexes et d'une fiabilité inconstante. Surchauffe, calage et longs délais d'attente pour les pièces de rechange ont rapidement gâché l'expérience. Contrairement à BMW et KTM, les concessionnaires Harley-Davidson avaient peu d'expérience en matière de moto de tourisme d'aventure, ce qui a frustré les clients face à un service lent et un soutien limité. Le problème majeur résidait dans l'identité. Les motards Harley traditionnels ne se reconnaissaient pas dans la position de conduite haute et le design moderne de la Pan America. Les adeptes du trail, quant à eux, hésitaient à faire confiance à ce nouveau venu d'une marque associée au cruiser chromé. La Pan America se retrouva ainsi prise entre deux mondes, sans clientèle fidèle pour la soutenir. En 2025, la Pan America Standard était l'une des Harley les plus difficiles à vendre. Même les modèles récents, avec peu de kilomètres au compteur, restaient invendus chez les concessionnaires, tandis que des concurrents bien établis continuaient de dominer le marché. Le prochain modèle de ce classement montre que même lorsque Harley a modernisé l'un de ses modèles les plus légendaires, les résultats furent tout aussi décevants. Les motos d'aventure vont et viennent, mais l'équipement essentiel du motard reste intemporel. Vous trouverez ci-dessous une liste d'équipements et d'accessoires. Numéro 5. Harley-Davidson Sportster N. Les espoirs étaient immenses lorsque Harley a réinventé sa gamme d'entrée de gamme la plus emblématique avec la Sportster S, mais la réalité fut bien en deçà de la légende. Son allure agressive, son style futuriste et ses performances surpassaient presque toutes les Sportsters précédentes. Pour les motards en quête d'un mélange de caractère old school et de puissance moderne, cette moto était censée être la solution idéale. Pourtant, en 2025, la Sportster S est devenue un exemple de plus de la façon dont les chiffres sur le papier ne peuvent se traduire par une âme sur la route. Au cœur de cette moto se trouvait le moteur Revolution Max, développant 121 chevaux pour 1250 cm3, ce qui en faisait l'un des cruisers de moyenne cylindrée les plus puissants jamais produits par Harley-Davidson. Nombreux étaient les motards qui louaient son accélération fluide et sa large plage de puissance, tandis que d'autres déploraient un moteur trop lisse, dépourvu du caractère brut qui faisait la renommée des anciennes Harley. Certains rapportaient que, malgré des performances prometteuses sur le papier, elle manquait de la puissance émotionnelle attendue à l'accélération. Le couple de 128 Nm, 94 lbpi, garantissait des accélérations fulgurantes. Le freinage était assuré par un étrier avant à 4 pistons et un étrier arrière à 2 pistons, associé à un système ABS optimisé en virage. La suspension était confiée à une fourche inversée Showa à l'avant et à un mono-amortisseur arrière réglable en précharge. La moto affichait un poids en ordre de marche de 227 kg, 502 livres, et une hauteur de selle de 73 mm, 28,9 pouces. Neuve, son prix de départ était de 14 999 $, la plaçant nettement au-dessus des sportives classiques. Sur le papier, la Sportster S était sans précédent chez Harley-Davidson. Ses chiffres de puissance et de couple promettaient une machine capable de rivaliser avec les roadsters japonais et de distancer les Softail d'antan. Sa silhouette basse, ses pneus larges et son échappement surélevé lui conféraient une allure musclée, digne d'une préparation d'usine. Un tableau de bord numérique moderne, plusieurs modes de conduite et des options de connectivité indiquaient que Harley-Davidson était résolument tournée vers la compétition au XXIe siècle. En conditions réelles de conduite, la Sportster S se révélait nerveuse, instable et inconfortable sur les routes accidentées, avec une ergonomie inconfortable, tantôt exiguë, tantôt étirée. Son style futuriste rompait avec les traditions Harley, aliénant les fidèles. En 2025, sa valeur de revente chutait sous la barre des 10 000 $, la rendant indésirable auprès des motards traditionnels comme des adeptes de la performance. La Sportster S reste un exemple éloquent de la difficulté de réinventer une légende. Harley a tenté de moderniser l'une de ses gammes les plus emblématiques, mais en la dépouillant de trop d'éléments de son identité, la marque a créé une moto certes puissante, mais sans véritable place dans son histoire. Le modèle suivant illustre l'échec tout aussi cuisant des tentatives de Harley pour séduire les jeunes motards sur le segment d'entrée de gamme. Numéro 4. Harley-Davidson Street Road 750. Pour séduire les jeunes motards et les citadins, Harley-Davidson a lancé le Street Road, pour se rendre compte qu'il ne satisfaisait ni les nouveaux venus, ni les motards de longue date. Promettant des performances urbaines avec le style Harley, il était présenté comme la version plus sportive du Street 7 Fifth Avenue. Pour une marque bâtie sur le chrome, le couple et la tradition, ce modèle était censé incarner l'avenir. Pourtant, dès 2025, le Street Road s'est révélé être l'un des maillons faibles de la gamme.
boudé aussi bien par le marché auquel il était destiné que par les motards qui l'ont acheté. Le bicylindre en V à refroidissement liquide développait 70 chevaux pour une cylindrée de 749 cm3, ce qui en faisait une moto de moyenne cylindrée parmi les modèles Harley-Davidson. Les motards appréciaient sa douceur en ville, mais beaucoup se plaignaient de son manque de puissance sur autoroute, peinant à suivre le rythme des gros cruisers. Certains propriétaires notaient que, bien qu'elle convienne au trajet quotidien, elle ne procurait jamais la puissance ni le caractère qu'ils attendaient d'un moteur Harley. Le couple était de 64 Nm, suffisant pour une conduite dynamique en ville, mais bien en deçà des performances attendues par les motards Harley traditionnels. Le freinage était assuré par des étriers à double piston à l'avant et à l'arrière, avec 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière, complété par un système ABS en option. La suspension utilisait une fourche inversée à l'avant et des amortisseurs à bonbonnes séparés à l'arrière, conçus pour conférer à la moto un comportement plus incisif que sa sœur. Le poids en ordre de marche était de 230 kg et la hauteur de selle de 75,7 cm. Le prix de départ initial était de 8 699 $, la positionnant comme une option performante d'entrée de gamme pour les nouveaux motards. Au premier abord, le Street Rod semblait avoir tout pour plaire. Abordable et compact, son design s'orientait davantage vers un style sportif que vers les lignes classiques d'un cruiser. Pour Harley, il représentait une tentative de conquête de nouveaux marchés et de séduire une clientèle qui, autrement, se serait tournée vers des marques japonaises ou européennes. Mais cette ambition s'est rapidement heurtée à des difficultés. L'ergonomie maladroite, la selle haute et le poste de pilotage exigu du Street Rod ont rebuté les motards, tandis que son style massif et son manque de caractère n'ont pas su capturer l'essence de Harley. Avec un marché des pièces détachées quasi inexistant et des possibilités de personnalisation limitées, sa valeur à la revente s'est effondrée, si bien que même les modèles en parfait état peinaient à se vendre à 4 000 $ en 2025. L'échec du Street Rod démontre qu'à vouloir plaire à tout le monde, on finit souvent par ne satisfaire personne. Harley l'a conçu avec de bonnes intentions, mais il n'a jamais pu incarner l'âme de la marque ni offrir les performances attendues par les motards. L'exemple suivant met en lumière un autre faux pas, cette fois-ci de la part de Harley elle-même, qui a tenté de créer un cruiser de forte puissance, s'éloignant trop de la tradition. Numéro 2. Harley-Davidson CVO Limited. Numéro 3. Harley-Davidson V-Rod Muscle. Avec son style inspiré des courses de dragster et sa puissance signée Porsche, la V-Rod semblait révolutionnaire, mais elle s'est avérée, avec le temps, détonner au sein de la famille Harley-Davidson. Développée en collaboration avec les ingénieurs de Porsche, elle était censée faire taire les critiques qui affirmaient que la marque était restée figée dans le passé. Avec son style de dragster, ses gros pneus et son moteur refroidi par eau, elle ne ressemblait à aucune autre moto de la gamme Harley. Pendant un bref instant, on a cru que la marque avait créé une machine qui allait réécrire son histoire. Mais en 2025, la puissance de la V-Rod nous rappelle que les chiffres bruts ne suffisent jamais sans une véritable identité. Le moteur Revolution développait 122 chevaux pour une cylindrée de 1245 cm3, ce qui en faisait l'une des Harley-Davidson de série les plus puissantes de son époque. Les motards appréciaient de sa capacité à monter haut dans les tours et sa puissance linéaire à haut régime, mais beaucoup regrettaient son manque de couple à bas régime, caractéristique de la marque. Certains propriétaires la décrivaient comme rapide mais sans âme, avec un fonctionnement plus clinique que le caractère traditionnel du bicylindre en V qu'ils attendaient d'une Harley. Le couple de 115 Nm, 85 lbpi, était suffisant pour propulser la moto avec vigueur au feu rouge, mais insuffisant pour satisfaire les amateurs de couples généreux à bas régime. Le freinage était assuré par 2 quilles étriées à 4 pistons à l'avant et un disque à l'arrière, associé à un système ABS de série. La suspension était composée d'une fourche inversée de 43 mm à l'avant et de 2 amortisseurs à l'arrière, conçus pour garantir la stabilité de la moto à haute vitesse. Son poids en ordre de marche était de 304 kg, 673 livres, et sa hauteur de selle de 70 cm, 26,7 pouces. Son prix de départ initial était de 17 199 $, la positionnant ainsi clairement dans le segment haut de gamme lors de sa sortie. Dès sa sortie d'usine, la Harley-Davidson avait tout d'une pièce de collection. Ses larges pots d'échappement, sa silhouette allongée et son radiateur à l'avant lui conféraient un look qui attirait tous les regards, aussi bien lors des rassemblements de motards que dans les concessions. Elle séduisait les motards en quête de la puissance d'une sportive et du prestige d'une Harley. Pendant un temps, elle semblait être la réponse idéale à l'évolution du monde de la moto. Le V-Rod n'a jamais trouvé sa place. Les motards Harley traditionnels
n'appréciaient ni son allure ni son moteur souple à haut régime, tandis que les adeptes de la performance privilégiaient des marques plus rapides. Avec un marché des pièces détachées limité comparé aux Softail et Sportster, les propriétaires disposaient de peu de possibilités de personnalisation, ce qui a laissé la moto sans identité ni clientèle fidèle. En 2025, les modèles d'occasion de Harley-Davidson V-Rod se vendaient régulièrement à moins de 7 000 $, une chute vertigineuse pour une moto autrefois considérée comme l'avenir audacieux de la marque. La leçon est claire. Rompre avec la tradition sans préserver l'authenticité peut rendre même la machine la plus puissante indésirable. L'exemple suivant montre que même le fleuron des routières de luxe Harley-Davidson, doté de toutes les options imaginables, n'a pas échappé au même sort. On approche de la fin de notre présentation de moto et vous ne voulez surtout pas manquer la suite. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, découvrez des analyses approfondies et percutantes sur Harley-Davidson, conçues spécialement pour les motards. Le luxe sur 2 roues a atteint son apogée avec la CVO Limited, mais ce qui était autrefois un symbole de statut social est devenu un fardeau. Elle offrait confort, chrome et tous les détails haut de gamme que l'usine pouvait proposer. Pendant des années, en posséder une signifiait atteindre le summum de l'expérience Harley-Davidson. Mais en 2025, la CVO Limited est devenue l'un des modèles les plus onéreux de la gamme, les motards se détournant de sa conception, de sa complexité et de son coût croissant. Son cœur était le moteur Milwaukee 8 117, à double refroidissement, développant 105 chevaux pour une cylindrée de 1920 cm3, une puissance prometteuse pour les longs trajets autoroutiers. Les propriétaires appréciaient la douceur de la puissance délivrée sur route dégagée, mais se plaignaient fréquemment de la chaleur excessive dans les embouteillages, certains conducteurs constatant même que les longs trajets estivaux devenaient inconfortables. D'autres rapportaient que, malgré la puissance du moteur à vitesse de croisière, les accélérations réelles ne justifiaient pas pleinement le prix élevé. Le moteur développait un couple de 170 Nm, suffisamment puissant pour propulser le châssis imposant avec aisance. Le freinage était assuré par des étriers Brembo, à liaison réflexe, assistés par un système ABS optimisé en virage. La suspension avant était composée d'une fourche Showa à double valve et d'amortisseurs réglables à la main à l'arrière. La moto affichait un poids en ordre de marche de 440 kg et une hauteur de selle de 76 cm. Son prix de départ initial était de 54 900 $, ce qui en faisait la Harley-Davidson Touring la plus chère de son époque. Pour de nombreux motards, cet investissement s'est traduit par un confort inégalé. Poignée chauffante, système audio haut de gamme, électronique de pointe et finition personnalisée d'usine transformaient la CVO Limited en un véritable palais roulant. Conçue pour les longs trajets, elle avalait les kilomètres avec aisance tout en offrant aux pilotes un luxe que peu d'autres motos pouvaient égaler. Pesant près de 450 kg, la CVO Limited souffrait d'une maniabilité médiocre, de difficultés de stationnement et d'une fatigue importante pour le pilote. Son système électronique était source de pannes d'infodivertissement, de surchauffe et de réparations coûteuses. Sa valeur à la revente s'est effondrée, les acheteurs lui préférant des modèles plus légers comme la Street Glide Special, ce qui a valu à la CVO Limited l'image d'une moto lourde, trop chère et peu pratique. En 2025, la CVO Limited incarnait le risque de privilégier le luxe au détriment du confort de conduite. Ce qui fut jadis le fleuron des motos de tourisme Harley-Davidson a perdu ses adeptes, prouvant qu'aucun artifice ni chrome ni électronique ne saurait fidéliser les motards si la moto devient plus un fardeau qu'un atout. Le dernier modèle de ce classement démontre que même l'option tourisme la plus abordable de Harley n'a pas échappé au même sort. Numéro 1, Harley-Davidson Electra Glide Standard. Pour les motards en quête d'une Harley-Davidson Touring authentique et sans fioritures, l'Electra Glide Standard semblait être la solution idéale. Mais aujourd'hui, elle paraît dépassée. Elle portait l'un des noms les plus prestigieux de la gamme Harley-Davidson, un modèle qui a marqué les voyages au long cours pendant des générations. Les motards la considéraient comme le moyen abordable d'accéder au tourisme haut de gamme sans le prix exorbitant des versions Limited ou CVO. Pourtant, en 2025, cette même simplicité a rendu l'Electra Glide Standard inadapté aux exigences des motards modernes. Le moteur Milwaukee 8 174 développait 90 chevaux pour une cylindrée de 1745 cm3, une puissance suffisante pour les longs trajets, mais un caractère peu exaltant comparé à ses concurrents. De nombreux motards ont rapporté que, malgré sa douceur et sa fiabilité, le moteur manquait de la puissance brute attendue lors des accélérations sur autoroute. D'autres ont noté que, bien que raffiné, son caractère paraissait fade comparé aux anciennes Harley-Davidson Touring, ce qui a conduit certains propriétaires à décrire l'expérience de conduite comme fiable, mais sans saveur.
Le couple de 145 Nm, 111 lbpi offrait une puissance fiable à vitesse d'autoroute, mais guère plus. Le freinage était assuré par des étriers Brembo à liaison réflexe, associés à un système ABS optimisé en virage. La suspension était composée d'une fourche Showa à double valve à l'avant et d'amortisseurs réglables à la main à l'arrière. La moto pesait 372 kg, 825 livres, tous plein fait avec une hauteur de selle de 66 cm, 26,8 pouces. Son prix de départ était de 18 996 $, ce qui en faisait le modèle Touring le plus abordable de Harley-Davidson. Ce prix plus abordable a permis à l'Electra Glide Standard de trouver rapidement preneur. Nombreux étaient les motards séduits par son allure épurée, son tableau de bord simple et ses lignes classiques qui évoquaient l'âge d'or de Harley-Davidson. Elle promettait les sensations d'un grand voyage sans les distractions des écrans sophistiqués et des innombrables boutons. Pendant un temps, cette simplicité a fait fureur. Le marché des motos de tourisme a évolué, les motards exigeant désormais de grands écrans tactiles, des aides à la sécurité avancée et des fonctionnalités intégrées pour un confort accru. La configuration minimaliste de l'Electra Glide Standard, autrefois appréciée pour sa simplicité, a rapidement paru dépassée. Les jeunes acheteurs recherchaient connectivité et style, tandis que les motards plus âgés peinaient à compenser son poids et son confort insuffisant. En 2025, l'Electra Glide Standard était devenue l'une des Harley les plus difficiles à vendre chez les concessionnaires. Sa simplicité, qui était autrefois un atout, est désormais son plus grand défaut. Chaque Harley raconte une histoire, parfois glorieuse, parfois faite d'apprentissages difficiles. En 2025, ces modèles ont prouvé que même les icônes peuvent perdre de leur éclat face aux fluctuations du marché. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Restez connectés à cette chaîne pour des analyses claires et concises, des points de vue sincères et les vérités que tout motard mérite d'entendre. Si vous tenez à votre temps, à votre argent et à votre passion pour la route, abonnez-vous dès aujourd'hui. La prochaine annonce pourrait bien vous toucher de près.